Salut les petits clous, je vais vous raconter l'histoire d'un personnage très connu dans les milieux occultes, le comte de Saint-Germain. On dit de cet homme qu'il est alchimiste et qu'il connaît les secrets de la pierre philosophale. Bien qu'il soit né à la toute fin du XVIIe siècle, il a transformé du plomb en or face à des caméras de télévision. Oui, vous avez bien entendu. Avant de démarrer, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, je vous fais des gros bisous. Et si vous voulez mettre une petite pièce dans la machine, le lien est en description. Allez, on est parti pour l'histoire du comte de Saint-Germain. « 1740. En plein cœur du siècle des Lumières, ça discute philosophie dans les salons, ça porte des perruques poudrées, mais surtout, ça jacasse. À Versailles, à Londres ou à Vienne, tout le monde sait tout sur tout le monde. C'est un petit village où la réputation fait office de monnaie d'échange. Au milieu de ce petit monde bien rangé où chaque particule de noblesse est scrutée à la loupe, débarque un mec étrange. Il a une quarantaine d'années, il est élégant, riche, turbo-riche même, et il est couvert de bijoux. Il se fait appeler le comte de Saint-Germain. Personne ne sait d'où il sort. Il n'a pas de terre connue, pas de famille déclarée, pas de banquier officiel. C'est un homme sans passé, mais il dépense sans compter et paie souvent avec des diamants bruts. Il parle français, anglais, italien, espagnol, russe, portugais et les témoins de l'époque affirment qu'il maîtrise aussi quelques langues orientales. En plus de ça, c'est un virtuose du violon capable de jouer des concertos de mémoire, un compositeur à ses heures perdues et un peintre qui fabrique lui-même des couleurs si vives que ses tableaux semblent briller dans la pénombre. Bref, c'est l'invité parfait des salons bourgeois de cette époque. Mais ce qui fascine vraiment la cour, ce n'est pas sa musique, c'est sa science. Car il faut bien comprendre une chose, avant d'être une légende dans les milieux ésotériques, Saint-Germain est un chimiste hors pair. Il invente des procédés révolutionnaires pour teindre la soie, pour tanner le cuir et pour fabriquer des cosmétiques qui ne vous arrachent pas la peau. Et c'est exactement comme ça qu'il tape dans l'œil du taulier, le roi Louis XV. Louis XV, il faut le dire, s'ennuie carrément à Versailles. Alors quand il rencontre ce comte mystérieux qui lui promet de transformer ses vieux diamants tachés en pierre pure, il tombe sous le charme. Le roi lui offre un appartement au château de Chambord et lui installe un laboratoire d'alchimie. Il y a une anecdote célèbre rapportée par les chroniqueurs. Un jour, Saint-Germain prend un diamant du roi qui avait une tache interne, ce qu'on appelle une paille. C'est un défaut qui tue la valeur de la pierre. Il l'emmène dans son labo, s'enferme pendant 1 mois et il revient voir le roi. La pierre est parfaite, plus aucune tache. Alors est-ce que c'est l'œuvre d'un alchimiste, d'une technique de chimie encore inconnue, ou est-ce qu'il a acheté une nouvelle pierre pour impressionner la galerie? On ne le saura jamais, mais en tout cas le résultat est là. Le roi est bluffé et lui mange dans la main. Mais attention, Saint-Germain n'est pas juste un géotrouve-tout de luxe pour monarque dépressif. C'est aussi un homme de l'ombre, un véritable agent de terrain. Louis XV l'utilise pour ce qu'on appelait le secret du roi, une diplomatie parallèle. En gros, c'est son agent secret personnel. Il l'envoie en Hollande, en Angleterre pour négocier la paix en douce, court-circuitant ses propres ministres, ce qui évidemment ne plaît pas à tout le monde. Le duc de Choiseul, le puissant ministre des Affaires étrangères, le déteste et passe son temps à essayer de le faire tomber. Pour ajouter une couche de mystère, le comte de Saint-Germain a des habitudes sociales, disons un petit peu particulières. Dans les dîners, il est le centre de l'attention. Il parle beaucoup, il charme les dames, il raconte des histoires incroyables sur l'Antiquité, comme s'il y avait vécu. Mais il y a un détail que les gens remarquent assez vite, il ne mange jamais. Pas une bouchée en public. Il se contente de boire une tisane spéciale. C'est une infusion de séné que la cour renommera le thé de Saint-Germain. Quand on lui pose la question, il sourit et change de sujet. C'est un homme sans passé, qui ne mange pas, qui guérit les diamants et qui murmure à l'oreille des rois. La machine à fantasmes s'emballe, les gens commencent à chuchoter qu'il ne vieillit pas et qu'il connaît le secret de la pierre philosophale. Malgré une aura d'alchimiste immortel, il meurt le 27 février 1784. Le comte de Saint-Germain s'est éteint, mais sa légende vient de naître.
Pour le comte de Saint-Germain, la mort n'est qu'un détail. En 1785, un an après sa disparition, la franc-maçonnerie européenne se réunit au célèbre convent de Wilhelmsbad. Les frères échangent sur les travaux en cours, sur l'orientation que doivent prendre les obédiences, et sur les registres de cet événement, on trouve un invité qui n'est pas censé être là, le frère Saint-Germain. Dans les mémoires de la comtesse d'Adhémar, une dame d'honneur de la reine Marie-Antoinette, l'alchimiste présumé semble se montrer de temps en temps. Elle affirme l'avoir rencontré à plusieurs reprises dans le plus grand secret à Paris. Elle le voit en 1789 au moment de la prise de la Bastille et en 1793 juste avant l'exécution de la reine. Il n'est plus le dandy joyeux des salons de Louis XV, il est devenu sombre, grave et lui aurait lâché cette phrase prophétique. Tout est perdu, comtesse. Le soleil de la France se couche. Elle dit l'avoir croisé une dernière fois en 1815, la veille de l'assassinat du duc de Berry. Selon ses écrits, il n'avait pas pris une ride en 30 ans. Le 19e siècle avance, les empires tombent, les républiques naissent, mais la légende, elle, ne s'éteint pas. En 1821, à Vienne, la comtesse de Genlis manque de s'étouffer en croisant un homme dans un salon mondain. Elle a connu le comte dans sa jeunesse, et l'homme qu'elle a en face d'elle est sa copie conforme. Même voix, même manière, même regard perçant, sauf qu'elle est devenue une vieille dame et lui est toujours un trentenaire. Quand elle tente de lui parler, il s'éclipse. On le signale encore à Paris en 1835, toujours aussi insaisissable. Mais c'est sous le Second Empire que le mythe prend une autre tournure. L'empereur Napoléon III est fasciné par l'occultisme et les sociétés secrètes. Il veut savoir la vérité sur cet homme qui défie le temps. Il ordonne donc à sa police de rassembler tout ce qu'elle peut trouver sur Saint-Germain. Un dossier énorme est compilé à la préfecture de police de Paris. Les preuves, les témoignages, peut-être même la clé du mystère. Tout est là, classé et archivé. Mais en 1871, pendant la Commune de Paris, l'hôtel de ville est incendié et le dossier Saint-Germain réduit en cendres, comme si le comte effaçait ses traces lui-même, refusant de devenir un simple dossier administratif. À défaut de preuves matérielles, on a des suspects. Le plus célèbre de cette époque s'appelle le Major Fraser. Un Anglais richissime installé à Paris dans les années 1840. Il vit seul, ne parle jamais de sa famille et possède une culture historique effrayante. Un jour, alors qu'il discute littérature dans un salon, il lâche cette phrase. « J'ai connu Néron, j'ai conversé avec Dante. » Et il s'arrête net. Un silence de mort tombe dans la pièce et il reprend en riant. « Pardon, je m'emporte, je lis trop d'histoires. » Fraser meurt en 1849, emportant son secret avec lui. Était-il le comte ou juste un riche excentrique qui jouait avec la crédulité de ses contemporains ? Quoi qu'il en soit, à la fin du siècle, une transformation radicale s'opère. Fini les salons parisiens, place à la spiritualité mondiale. Helena Blavatsky et le colonel Henry Steele Olcott, les fondateurs de la théosophie, décident que Saint-Germain n'est pas juste un immortel qui se cache, c'est un être supérieur. Pour eux, il est devenu un Mahatma, une grande âme désincarnée qui veille sur l'évolution de l'humanité. Annie Besant, figure majeure du mouvement théosophique, affirme l'avoir rencontré. Alors ce n'est pas toujours précis, mais il est question d'Europe centrale. Elle affirme qu'il travaille activement à la préparation de l'avenir politique et spirituel du monde. En 1926, Charles Webster Leadbeater prétend avoir rencontré le comte à Rome. Il décrit un homme habillé de façon moderne, mais dont les yeux étaient pleins de l'histoire du monde. Saint-Germain lui aurait même montré une robe ayant appartenu à un empereur romain et lui aurait confié qu'il possédait un château secret en Transylvanie. Le prétendu alchimiste commence à occuper les esprits. Le terrain est prêt. Il ne manque plus qu'une chose pour le faire décoller, les médias modernes. Nous sommes en janvier 1972. Le XXe siècle est fatigué des fantômes et des rumeurs de salon. Il veut du concret et du spectaculaire. Il veut voir pour croire. Et un soir, à la télévision française, l'impossible va se produire.
Sur l'ORTF, dans une émission intitulée Le Troisième œil, un homme s'avance vers la caméra. Il est brun, ténébreux, habillé comme à la Renaissance, avec ce charisme un peu théâtral propre aux années 70. Avec un aplomb hors du commun, il déclare aux journalistes « Je suis le comte de Saint-Germain ». Il ne dit pas qu'il est sa réincarnation, il ne dit pas qu'il est son descendant. Il affirme être l'homme qui murmurait à l'oreille de Louis XV. Quand on lui demande son âge, voici ce qu'il répond. Je suis né un jour, oui. Oui. Il y a 17 000 ans. Pour cet homme, les mots ne suffisent pas, il faut des preuves. Alors, sous les yeux de millions de téléspectateurs, il va tenter l'expérience ultime de l'alchimie, la transmutation du plomb en or. La scène est surréaliste. Oubliez les laboratoires sophistiqués ou les athanors médiévaux. Sur une simple table de cuisine, il installe un petit réchaud de camping à gaz et un creuset. Les journalistes ont eux-mêmes apporté un fil de plomb dont ils ont mesuré le diamètre avant l'expérience. Ils le trempent dans ce qu'on appelle la poudre de projection et le mettent dans le creuset. Le feu chauffe, le plomb fond, la tension est palpable. Face à lui, il n'a pas n'importe qui. Il a Gérard Majax, le plus célèbre magicien de l'époque, le sceptique professionnel, celui qui démonte toutes les tricheries. Majax observe, scrute et cherche les astuces. Il cherche la fausse poche, le double fond ou le fil de pêche invisible. Au bout de quelques minutes, les journalistes retirent le creuset du feu et le laissent refroidir. Suite à l'analyse d'un expert, le verdict tombe. Le fil de plomb est devenu un fil d'or pur. Donc c'est de l'or. Majax est perplexe et il admettra plus tard qu'il n'a pas vu de manipulation évidente. Saint-Germain devient alors une curiosité autant qu'une célébrité, à tel point qu'il deviendra le compagnon de Dalida, ce qui lui permettra d'enregistrer quelques chansons. Et nous ferons l'amour dans les étoiles. Fidèle à lui-même, il ne mange presque rien en public. Il dit posséder l'élixir de longue vie et raconte à qui veut l'entendre ses souvenirs de vacances durant l'Antiquité. Le comte de Saint-Germain n'est plus un nom qui circule dans les livres d'histoire ou dans les salons mondains. Il est désormais connu du grand public. En 1976, suite à une altercation et un coup de feu tiré avec une carabine, une enquête est ouverte et le masque tombe. Le comte de Saint-Germain s'appelle en réalité Richard Chanfray. Né à Lyon en 1940, il est un enfant de la DAS et a passé une grande partie de sa jeunesse dans la délinquance. Il a même fait 7 ans de prison pour vol. Il a été antiquaire, sculpteur ou encore peintre, mais son plus grand rôle a été celui du comte de Saint-Germain. Tout le monde savait, même Dalida. Peu importe la mythomanie, on admirait sa folie douce. Suite à l'enquête, il commence une longue descente aux enfers. La chanteuse le quitte en 81 et 2 ans plus tard, il sera retrouvé dans une Renault 5 avec sa nouvelle compagne. Ils ont mis fin à leur jour par inhalation de gaz d'échappement. Ils s'étaient lancés tous les deux dans la spéculation immobilière. Les affaires ne marchaient pas et les dettes se sont accumulées. Il n'était donc pas le vrai comte de Saint-Germain. Mais alors, qui sont tous les autres ? Maintenant que vous connaissez l'histoire du comte de Saint-Germain, on va retourner tout au début pour comprendre ce qu'il en est réellement. Et vous allez voir que l'histoire réelle est presque aussi cool que la légende. Il faut savoir qu'il existe un consensus historique et voilà ce qu'il dit. Le prince François de Rákóczi, bon, on va l'appeler Racco. C'était un aristocrate hongrois qui a régné sur la Transylvanie de 1704 à 1711. Avec sa femme, la princesse Charlotte Amélie de Hesse-Wanfried, ils ont eu 3 enfants. Léopold, né en 1696 et mort à l'âge de 4 ans, Joseph, né en 1700 et Georges, né en 1701. Mais il semblerait que Léopold ne soit pas mort à 4 ans et qu'il s'agisse en réalité d'une manipulation politique. La famille Racco était traquée par les Autrichiens, les Habsbourg, et pour protéger le fils aîné de la famille, Léopold, on aurait simulé sa mort. Il aurait été élevé en secret par la famille de sa mère en Toscane, sous une fausse identité avec une éducation royale et une immense fortune cachée.
Voilà qui expliquerait pas mal de choses, comme sa culture par exemple, qui est le fruit d'une éducation d'élite reçue à l'université de Sienne, où il a appris les langues, la musique et la chimie auprès des meilleurs tuteurs de l'époque. Saint-Germain n'était pas un alchimiste, c'était un savant, un homme des Lumières curieux de tout, passionné par les pigments, les teintures et les alliages. C'était un homme obsédé par sa santé, à une époque où on mangeait gras et où l'hygiène était douteuse. Lui avait un régime strict, presque végétarien, souvent à base de gruau et d'herbes. Il prenait soin de son corps avec des cosmétiques qu'il fabriquait lui-même. C'est pour ça qu'il paraissait plus jeune que les autres hommes de la cour, qui eux étaient usés par leurs excès. Ajoutez à cela un certain talent pour le maquillage, une coquetterie qui le poussait à ne jamais révéler sa date de naissance, et vous avez un cocktail parfait pour une légende de l'éternelle jeunesse. Mais qu'en est-il des témoignages après sa mort? Comment ça se fait qu'il y a autant de gens de bonne foi qui disent l'avoir vu? D'abord, il faut parler des mémoires de la comtesse d'Adhémar. Ce livre est la pierre angulaire du mythe de Saint-Germain. Sauf que les historiens sont formels, c'est un faux. Ces mémoires n'ont pas été écrits par la comtesse au XVIIIe siècle, mais par le romancier Étienne Léon de La Motte-Langon, dans les années 1830. L'auteur a utilisé le personnage de Saint-Germain pour ajouter une dimension dramatique à son récit sur Marie-Antoinette. Quant aux autres apparitions, on va plutôt se pencher du côté de la psychologie. Le comte de Saint-Germain avait un physique assez courant à l'époque. Alors après sa mort, le mythe était si fort que chaque fois qu'on croisait un homme mystérieux et cultivé qui lui ressemblait vaguement, on voulait croire que c'était lui. L'esprit humain déteste le vide et refuse la mort de ses icônes. Alors on projette nos désirs d'immortalité sur le visage d'inconnus. Et puis n'oublions pas les opportunistes. Plusieurs aventuriers, comme ce fameux Major Fraser ou plus tard Richard Chanfray, ont compris le pouvoir de ce nom. Endosser le costume du comte, c'est s'assurer l'attention, le respect et parfois la fortune. Au final, la réalité ne diminue pas le personnage, au contraire. L'homme qui est mort en 1784 n'était peut-être pas immortel au sens biologique, mais il a réussi quelque chose de bien plus grand. Par son charisme, son mystère et son intelligence, il a gravé son nom dans l'imaginaire collectif. Il n'a pas vaincu la mort, mais il a vaincu l'oubli. Et ça, c'est pas mal non plus.